19h16, deuxième heure d'Europe 1 soir avec pour ma compagnie Alexandre Malafaille. Bonsoir. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Toujours très bronzé après cet épisode estival, fondateur de l'Institut Sinopia. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir. Journaliste et essayiste, invité politique d'Europe 1 soir, député Renaissance de Paris. Bonsoir Sylvain Maillard. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci de nous être fidèles et d'être là pour cette interview. Dans un instant, on va parler effectivement du bal des politiques et des présidentiables devant les patrons, parce que c'est important, parce que le MEDEF, rappelons-le, le nombre de salariés des patrons du MEDEF, c'est 12 millions en France, donc c'est représentatif. Et ils ont posé des questions aux présidentiables. D'abord, sur un autre sujet, parce que le périscolaire, et je sais que ça vous tient à cœur et vous en avez beaucoup parlé sur nos antennes, dans le vaste dossier du périscolaire, les familles portent plainte désormais ad hominem contre Anne Hidalgo et contre Patrick Bloch, qui a été celui qui était la tête de proue du périscolaire parisien. Quelle est votre réaction sur ces familles qui veulent, non pas en découdre, mais qui veulent nommément poser le fait qu'il y a une responsabilité d'Anne Hidalgo et de Patrick Bloch, qui était son premier adjoint? Oui, les familles veulent connaître la vérité. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. On a lancé une enquête, une mission d'enquête avec les conseillers de Paris et ma collègue Inès de Ravenel va pouvoir... Inès de Ragnel, pardon, excusez-moi, va évidemment présider cette commission, mais nous avons besoin de savoir pourquoi il y a eu une omerta à Paris depuis longtemps. Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e, en Conseil de Paris, vous pouvez regarder la vidéo, annonce en 2015, dit qu'il y a des problèmes systémiques dans le périscolaire à Paris. Et il ne s'est pas passé grand-chose. Pas grand-chose, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, 84 écoles maternelles, dont celle Saint-Dominique, dont vous parlez dans le 7e arrondissement, 84 écoles maternelles sont à l'heure actuelle, ont eu des signalements avec des agents à l'intérieur, signalés avec des enquêtes à l'heure actuelle, ou des suspicions, ou des jugements déjà, et nous ne savons toujours pas quelle est l'ampleur de ce que nous avons fait, ce qu'a fait subir la ville de Paris à ses enfants. Et vous vous souvenez, sans doute mieux que moi, au Conseil de Paris, cette exaspération d'Anne Hidalgo quand elle répond à justement une personne qui lui parle de ce dossier et qui dit « Vous remettez de façon obsessionnelle ce sujet du périscolaire parisien sur la table », alors qu'en réalité, il n'y avait aucune réponse depuis Dans le doute, pour il peut y avoir un doute d'ailleurs sur un comportement d'un agent du périscolaire. Dans le doute, on le mettait dans une autre école. C'est ça la réalité. Et Patrick Bloch, comme Anne Hidalgo, doivent répondre à la justice. C'est eux qui étaient les patrons de ce système-là. Et c'est à eux de se défendre. Visiblement, il y avait quand même un certain nombre de signalements, de remontées d'informations. Comment, sans spéculer, comment on peut expliquer que la volonté politique à un moment donné n'a pas été de se porter vraiment sur ces dossiers? Qu'est-ce qui se passe là pour le coup, non pas dans la tête de ceux qui sont dans les écoles, dans le périscolaire, qui ont fait des horreurs, mais dans la tête du politique qui voit remonter ça et qui finalement laisse passer le sujet. C'est vrai que 2015, moi je me souviens du débat pour les municipales où on entendait Rachida Dati qui effectivement disait dès 2015, elle aussi, on a mis ça sur la table, etc. Et 10 ans plus tard, ça explose au moment de la campagne municipale. Comment on explique ça? Il y a quelque chose que je comprends que certains portent plainte, c'est absolument aberrant, mais c'est quoi le raisonnement des gens qui sont aux affaires? Vous les connaissez? Anne Hidalgo a décidé de modifier les rythmes scolaires, a décidé quand elle est arrivée de modifier les rythmes scolaires qui ont fait que nous sommes arrivés à 11 000 agents extérieurs, associatifs, qui s'occupent de nos enfants dans le périscolaire, 11 000 personnes qui s'occupent de nos enfants avec des salaires très faibles, très peu contrôlés, et qui s'occupent de nos agents pour faire du gardiennage parfois des bonnes activités, du gardiennage pour nos enfants. Pourquoi? Parce que dans 85% des collectivités françaises, on est revenu au système d'avant, de faire en sorte que, le mercredi n'était pas scolaire, c'est-à-dire ce que préféraient les professeurs, et à côté de ça, du coup, il y avait moins de périscolaires. Anne Hidalgo, elle a décidé de maintenir le système. Et donc, il fallait le maintenir coûte que coûte, même s'il y avait des problèmes, même s'il y avait des signalements. Vous savez, c'est du dogmatisme. Et ce dogmatisme, il arrive qu'enfin, elle va devoir répondre devant la justice de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait. Moi, je suis ravi que les parents
qui ont besoin d'avoir des réponses. Les parents sont furieux, ils ont raison. Ils ne savent pas ce qui s'est passé pour leur enfant. La plupart des cas signalés, ce sont des enfants en maternelle. En maternelle. Oui, mais on est tous dans l'horreur. J'ai un ami très proche qui avait un de ses enfants à Saint-Dominique. Ça a été traumatique, ce qui s'est passé. Il devrait peut-être suivre ses parents qui, ad hominem, encore une fois... Il rentre après-demain, je vais lui demander. Il faudrait peut-être se joindre et faire une action de groupe, comme on appelle ça en justice. Je voudrais qu'on parle évidemment de ce qui s'est passé tout à l'heure au MEDEF, à la REF du MEDEF. Et on a vu alors une série je crois qu'ils étaient 7 présidentiables arrivés devant les patrons réunis qui avaient beaucoup de questions à leur poser. Il y a une image quand même qui a interpellé, c'est que on a eu Monsieur Mélenchon, on a eu Madame Le Pen, Madame Le Pen pour le RN, Monsieur Mélenchon pour LFI, Monsieur Retailleau pour les Républicains. Et pour le Bloc central, ils sont venus à 2. Il y a eu Gabriel Attal et il y avait Édouard Philippe. Alors, où est-ce qu'on en est, Sylvain Maillard, du départage? Et n'allez pas me dire qu'il y a un comité de liaison qui se parle et qu'on est en train de voir qui va y aller et qui va pas y aller et qui machin. Où est-ce qu'on en est des primaires? Parce que vous appelez à une primaire. Oui, moi j'ai souhaité, c'était d'ailleurs un papier et une tribune qu'avait porté Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, il y a quelques mois déjà, en disant il nous faut absolument un système de départage très clair pour dire, voilà, ce sera tel candidat qui représentera le bloc central. Moi j'ai appelé il y a bien longtemps pour que ce soit une primaire. Si on pouvait trouver une autre façon de faire, je le préfère, mais la primaire, au moins que ce soit clair. Ça en est où? Ça en est nulle part. Ça en est nulle part. C'est-à-dire qu'il y a une liaison, un comité de liaison, il existe, il se voit entre candidats, de ce qu'on me dit, et on dit ils seront tous raisonnables et qu'il y aura un moment, on arrêtera les uns ou les autres. Bon, après, moi j'entends, je pense que c'est important. J'entends la date de février, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Et il faut qu'on ait une décision, de ma part, je pense, au maximum octobre-novembre. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a la sénatoriale qui arrive, des élections sénatoriales à la fin du mois de septembre. Et c'est important que chaque parti, évidemment, fasse campagne. Mais ensuite, il faut faire en sorte de porter un candidat, un projet pour aller convaincre les Français dans une situation compliquée, puisque sont en tête dans les sondages, en tout cas ce qu'on nous dit, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui eux sont en campagne, et eux, ils ont une armée derrière eux, organisée, avec un chef, et c'est ça qu'il nous faut. Vincent Roy. Mais là, je vois effectivement, composant ce bloc central sur la scène de Roland-Garros et devant le patronat, enfin devant le MEDEF, je vois un jupéiste et un homme revendiqué à gauche. Et ils sont incompatibles. L'un l'autre. Gabriel Attal. Ça ne peut pas constituer. Gabriel Attal, Gabriel Attal revendiqué à gauche, je pense que il a une histoire. Il a une histoire, mais le revendiquer, ce que porte Gabriel Attal, de Renaissance, moi comme président de groupe, je pense que très honnêtement, dans ce qu'on a porté, ça paraît. Il est passé par cette famille sociale. Mais lorsqu'il est arrivé il a travaillé avec Madame Touraine. C'est comme si vous dites Emmanuel Macron est un homme de gauche. Vous voyez, je pense que c'est quand même plus complexe que ça. Il s'est revendiqué comme venant du Parti socialiste, Emmanuel Macron. Surtout, il a été sous François Hollande, secrétaire général de l'Élysée, puis il a été ministre de l'économie sous François Hollande. Sylvain Maillard, pardonnez-moi. Réduire quelqu'un à un passé où il a été membre et par rapport aux propositions qu'il fait, honnêtement, je trouve que c'est pas... Mais le gouvernement de François Hollande, ça n'a pas été un gouvernement de composition. Le gouvernement de Manuel Valls, de Bernard Cazeneuve, de tous les premiers ministres, de monsieur Ayrault, c'était pas des gouvernements de composition. Emmanuel Macron était là. Oui, il a été, entre guillemets, trouvé, rendons à César ce qui est à César, par Jacques Attali, qui était dans les milieux financiers et qui l'a trouvé dans une banque de renommée mondiale, et qui a dit, tiens, vous allez participer à mes 316 propositions. C'était encore avant qu'il y ait François Hollande, c'était encore sous Sarkozy. 2008. Et puis il a effectivement trouvé du talent à ce jeune homme qui ensuite a été présenté à François Hollande. Enfin, je veux dire, je ne sais pas quel est le problème de dire que oui, Emmanuel Macron qui a voulu casser le clivage droite-gauche était, oui, quelqu'un d'obédience de gauche. Non, mais il venait de la gauche, mais je pense que la politique qu'on a portée n'est pas une politique de gauche. Non, mais on n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, Vincent. Non, mais en plus, je suis très étonné de votre réaction, puisque
Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il est arrivé en politique, s'est revendiqué comme venant du Parti Socialiste. Donc je suis étonné de votre réaction. Il n'a jamais adhéré au Parti Socialiste. En tout cas, la question, parce que je vois bien que Sylvain Maillard, en tant que fin politique, essaye de faire diversion. Là, on a quand même, c'est pas l'huile et l'eau, mais presque. C'est-à-dire qu'on a Gabriel Attal et Édouard Philippe qui sont sur un podium. Et c'est pas qu'ils disent des choses très très contradictoires, mais en tout cas, chacun joue sa partition. Non, chacun joue sa partition. Je suis pas sûr qu'ils disent des choses très contradictoires. D'ailleurs, l'un et l'autre ont été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Je fais partie de la majorité qui a soutenu l'un et l'autre dans les responsabilités qui ont été les leurs, et je n'ai pas le sentiment que l'un et l'autre portent des choses très différentes. Ils ont des tonalités, des personnalités différentes, un passé différent, une appétence à divers sujets différents, mais je ne dirais pas qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Si vous regardez les autres candidats, d'ailleurs, pour être président de la République, il faut pouvoir élargir, sinon évidemment vous faites 5%. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon, où il y a une partie des écolos qui vont voter pour eux, les écolos ils sont des Européens convaincus et ils disent on va suivre Jean-Luc Mélenchon qui est anti-Europe. Vous voyez bien que dans une famille politique élargie pour une élection présidentielle, il y a évidemment des courants différents et pas forcément tous identiques. Alors, pardonnez-moi, si vous ne voyez pas de différence entre les deux, on est obligé d'y voir... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de différence, j'ai dit juste sur le fond. Sur le fond, si vous ne voyez pas beaucoup de différence entre les deux, on est obligé de leur reconnaître un point commun, c'est l'ego. Parce que pourquoi se présenter s'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'un et l'autre? Pourquoi alors est-ce que les deux iraient se présenter? Vous savez, je pense que pour déjà vouloir se présenter à la présidentielle, et la difficulté pour l'être et l'exercice du pouvoir présidentiel, ça demandera un peu plus qu'une heure que nous avons à l'heure actuelle. Il faut déjà être particulièrement... c'est un type de politique, d'homme politique un peu particulier. Alors, 19h28, une pause et on revient dans Europe 1 Soir. Restez avec nous. Sylvain Maillard est avec nous, député Renaissance de Paris, tout de suite. Toujours entouré de l'essayiste Vincent Roy et le fondateur de l'Institut Sinopia, Alexandre Malafaille, notre invité politique. Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Et vous avez sans doute plusieurs fois croisé dans l'hémicycle Sébastien Delogu, qui est un député LFI, dont on a beaucoup parlé pendant les municipales, puisqu'il concourait aux municipales à Marseille. Il est aujourd'hui en garde à vue pour avoir eu une sévère altercation avec des policiers dans son immeuble, des policiers qui étaient venus dans son immeuble. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu un vol de montres de luxe à Marseille et donc il venait visiblement mener l'enquête. Le ton a monté très très rapidement entre les policiers et Sébastien Delogu, qui est allé jusqu'à leur dire « La République c'est moi ». Je vous passe les insultes qui ont suivi. Insultes, menaces, un point appuyé sur la poitrine sur l'un des policiers. Quelle est votre réaction devant cette garde à vue de Sébastien Delogu ? Oui, j'ai vu la vidéo, je ne connais pas le détail du dossier. D'abord, c'est n'importe quel député, j'en fais partie, n'est pas au-dessus de la loi, et qu'évidemment, vous êtes là pour accompagner les policiers quand il y a une difficulté, vous êtes chez vous, et vous ouvrez la porte et vous laissez passer. Alors je sais juste, je ne connais pas le détail. La défense de Sébastien Delogu, et je ne veux absolument pas le défendre, mais en disant qu'il ne savait pas si c'était vraiment des policiers ou pas. Bon, c'est comme voilà. Le Port-Salut, c'est écrit dessus, ils étaient en uniforme, il y a écrit police dessus. Hein. Non, alors des images que j'ai vues, ils n'étaient pas en uniforme et ils étaient... Bon, on n'a pas vu les mêmes. Donc voilà, mais je trouve ça très bien, il va s'expliquer, et c'est ainsi, s'il a molesté, empêché une action policière, et ben il doit être puni pour ça, comme n'importe quel citoyen, et c'est parfait. Aujourd'hui, donc, Sébastien Delogu, La République c'est moi, devant des policiers qui ont fini par montrer la plaque, hein, parce qu'effectivement il dit dans l'échange tendu, montrez-moi la plaque, et après il dit voilà, donc on entend, donc on comprend qu'il a vu la plaque de police. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend au préfet, il voudrait d'ailleurs en emprisonner certains. Vous avez dans les universités d'été de LFI, Madame Rima Hassan qui, devant un panel de débatteurs, remet en cause l'idée de terrorisme et l'infraction due à l'apologie du terrorisme. Vous avez aussi dernièrement, et on va l'entendre, Clémence Guettet qui estime que le schéma traditionnel de la famille avec un papa, une maman et des enfants, c'est l'extrême droite.
Quand M. Macron parle de réarmement démographique sans s'intéresser une seconde aux causes, c'est-à-dire pourquoi on fait moins d'enfants aujourd'hui dans notre pays, peut-être que c'est la crainte du futur, le changement climatique, peut-être que les femmes ne sont pas du tout accompagnées pour le moment du postpartum, dans leur carrière, etc. Bref, aucune cause n'est remise en question et M. Macron participe en ça d'une bataille idéologique qui est celle de l'extrême droite. C'est une forme d'extrême droitisation de la société que de revenir à cette famille traditionnelle. Oui, j'estime que c'est un combat antifasciste. Je viens de vous expliquer pourquoi la famille traditionnelle, pas besoin de vous rappeler la devise de la France pétainiste, mais pourquoi la famille traditionnelle et la question de la natalité a toujours été associée à l'idéologie d'extrême droite. Sylvain Maillard, qu'est-ce que vous répondez à Clémence Guettet ? Tous les jours, une polémique pour expliquer, et moi tout le monde saura ce qu'est l'extrême gauche. C'est ça l'extrême gauche. C'est-à-dire scier les fondements de la République, faire en sorte de dire que tout ce qui ne va pas dans leur idéologie est fascisante, et donc vont s'attaquer à l'ensemble des pans, les uns après les autres, pour dire que finalement faire des enfants... C'est même pas un point de vue politique, vous avez oublié aussi... C'est la famille, là. Non, mais avant-hier, on expliquait que les milliardaires étaient des nuisibles. C'est toujours le bouc émissaire. C'est toujours le bouc émissaire. C'est le principe du bouc émissaire. Et donc, si c'est pas comme ça irait mieux. Si vous n'étiez pas là, ça irait mieux. Et donc, oui, c'est ça, mais c'est l'extrême gauche. Mais au fond, tant mieux. Il y a une élection dans 8 mois. Les gens vont se rendre compte de ce qu'est l'extrême gauche. Moi, j'entends beaucoup. Moi, je suis un député parisien. J'entends beaucoup de vous savez, Mélenchon, il va se calmer. Regardez ce que c'est. C'est ça l'extrême gauche. C'est pas du Parti socialiste light. C'est l'extrême gauche. C'est une idéologie. Donc on connaît parfaitement les fondations. C'est ce qu'on a connu dans le monde communiste, à travers la planète, tout le long du XXe siècle. C'est un totalitarisme absolu qui veut empêcher les médias, qui veut faire en sorte de vous rééduquer pour vous dire ce qu'est bien la bonne famille, comment vous devez penser, et que si vous ne pensez pas bien... là, que vous me dépeignez. Bien sûr. Mais c'est ça l'extrême gauche. Mais c'est ça, c'est point. Donc sur le fond, évidemment, dramatique. Sur la forme, tant mieux, au moins les électeurs voient ce qu'est l'extrême gauche. Alexandre. Ah, mais ce qui est très intéressant et en même temps terrifiant, c'est qu'en fait, le modèle est très cohérent, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des amateurs. On a souvent, quand on entend les hommes ou les femmes politiques présenter leurs projets, on a du mal à se situer, on a l'impression que parfois c'est un peu une espèce de gloubi-boulga, d'un ensemble d'idées, etc. Non, là, il y a une vraie ligne, il y a une vraie vision, il y a une vraie déclinaison. C'est-à-dire qu'il y a ce projet, il y a cette nouvelle France, et puis compartiment par compartiment, avec tous ces sbires, Jean-Luc Mélenchon décline son truc, et c'est absolument incroyable, quoi. Alors c'est extrêmement cohérent, parce qu'en effet, derrière ce schéma familial, il y a une certaine vision et organisation de la société. Alors après, on s'amuse à la faire remonter à une filiation qui est pétainiste, enfin, je veux dire, c'est vraiment, une fois de plus, pour sortir le chapeau, le drapeau, le fascisme, histoire de continuer à alimenter les moteurs électoraux en leur faveur. Et c'est très impressionnant. C'est en ce sens qu'ils sont redoutablement dangereux. Alors, ils vont sans doute toucher leur plafond de verre à un moment donné, ça c'est sûr. Il y a un seuil au-delà duquel ils n'iront pas. Mais comme on sait tous que le problème, c'est le seuil du deuxième tour qu'il faut le passer, à force de racoler, parce que c'est aussi des stratégies électorales qui sont très bien ficelées, pour aller chercher tant de voix là, tant de voix là, tant de voix là. Et ça s'additionne. Ça ne vient pas percuter les électeurs musulmans, ça vient additionner un électorat qui va voter pour cette espèce de révolution en faveur de la Nouvelle-France. Vous avez employé un mot, Sylvain Maillard, à l'instant. Vous avez dit l'extrême gauche, ça n'est pas du Parti socialiste light. Mais est-ce que vous ne croyez pas, puisque je reprends ce que disait avant-hier dans son édito Jacques Serret d'Europe 1, qui disait que il fallait pas se leurrer, pour l'élection de 2027, les socialistes iraient jusqu'à un certain point et à la fin, ils donneraient le double des clés à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que le Parti socialiste est traversé par la peur profonde de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, ça se sent, y compris dans l'hémicycle, oui, physiquement. Et puis un autre cas... c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire physiquement. C'est-à-dire que les patrons, ils tremblent comme des feuilles mortes en automne. Les patrons, c'est LFI. Vous le voyez physiquement, c'est-à-dire que c'est eux qui insultent, et il y a très peu de réponses en réalité. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur ? Ils ont tous envie d'être réélus. Ils savent très bien qu'avec un candidat LFI face à eux, ils risquent de perdre, y compris les chefs. Et principalement les chefs sont dans des circonscriptions qui risquent de perdre. Et donc il y a une ambition, je pense, fondamentale, au fond, de pouvoir sortir de la tenaille de LFI, mais une peur pour eux, en se disant, est-ce qu'on est capable de... Et qu'est-ce qu'a fait LFI là ? Ils sont en train de faire une fusion-absorption des écolos. Les écolos, là, ils sont en train de se coucher devant LFI pour maintenir leur circonscription, pour exister encore. Le mouvement woke, finalement, il ne reste plus qu'un peu de mouvement woke, mais la plupart d'entre eux
sont déjà partis chez LFI. Et dans l'ensemble des assemblées, je suis à Paris, je suis au Conseil de Paris, on voit à quel point quelques élus des conseillers de Paris de LFI, il y en a assez peu, prennent la main en fait sur les écolos. Alors qu'ils sont plus nombreux. C'est physique. Je reviens une seconde, mais pour recoller les morceaux, je reviens une seconde sur Clémence Guettet. Elle parle bien du modèle de la famille traditionnelle. Ce qui est attaqué dans tous les compartiments, et Alexandre avait raison de le dire, c'est bien la tradition, c'est-à-dire ce qui nous a jusqu'ici constitué, secteur par secteur, plus de tradition. On invente un nouveau récit, une table rase. Je pense que M. Mélenchon a fait une lecture assez orientée, mais en même temps assez savante de la Révolution. Il sait très bien qu'il y a là tout un conflit de légitimité, si j'ose dire. C'est l'essence même de la Révolution française. Il a très bien lu ça. Et donc, je le trouve effectivement, lui et ses coreligionnaires, je les trouve extrêmement cohérents. Ils attaquent absolument tous les secteurs. Et aujourd'hui, ils ont pris tellement de place qu'effectivement, la gauche en France, c'est M. Mélenchon. Oui. Et donc, le Parti socialiste a du mal à surnager devant cette marée, puisqu'il y a très longtemps que, désormais, il occupe l'espace quasiment dans tous les secteurs. Et puis, il faut dire aussi qu'avec lui, le Parti socialiste s'est déjà mal comporté. Il n'a pas gardé son indépendance. Il est allé à la soupe. Et ça, eh bien, ça l'a à la fois divisé, morcelé, et je comprends ce que vous dites quand vous dites dans l'hémicycle, ils en ont peur physiquement, je comprends qu'ils en aient peur physiquement, oui. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a entendu il y a quelques semaines ou quelques mois, dans l'idée d'une primaire pour contrer les extrêmes, il y avait l'idée d'une primaire qui regrouperait une partie de la droite, le centre, et ce qu'on avait appelé des socialistes modérés. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des sociodémocrates qui seraient d'accord pour aller dans un centre ou dans une primaire, participer à cette primaire que vous attendez tant et que vous voudriez surtout qu'elle arrive avant février ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible ? Il y a une inféodation de LFI sur tout le Parti socialiste. Non, mais d'avoir un candidat pour nous du centre et de la droite, c'est pas, moi je veux pas un candidat socialiste. Hein. Non. J'ai rien à voir avec le Parti socialiste, je le combats. Je pense qu'il a forcé le gouvernement l'année dernière à avoir un très mauvais budget, et moi je n'ai rien à voir avec eux. J'ai pas envie de faire plus, j'ai pas envie qu'il y ait plus de taxes, j'ai pas envie qu'il y ait plus d'impôts, j'ai pas envie qu'il y ait encore plus de social, alors qu'on a complètement dérapé dans les différentes c'est votre côté budgets. thatcherien, ça. Donc, non, mais c'est Margaret Thatcher qui disait que le socialisme, c'est qu'on finissait toujours par dépenser l'argent des autres. Donc c'est ça. Ce qui n'est pas totalement faux. C'est totalement vrai. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons un candidat dans le socle qui avait été défini par Michel Barnier quand il est arrivé à Matignon, c'est-à-dire un candidat qui vaille de LR, passant par Renaissance, Horizon, le MoDem, une partie de l'IOT, vous savez, c'est un groupe technique, mais qui est avec des élus à l'Assemblée nationale, et qu'on choisit à l'intérieur de ce groupe, de cette famille politique, de courant de pensée à un candidat. Mais moi, je n'ai pas envie du tout d'avoir un candidat. Raphaël Glucksmann, qui a quand même le mérite d'être très clair par rapport à Jean-Luc Mélenchon, ça je lui reconnais. Raphaël Glucksmann ne sera jamais mon candidat. C'est le seul qui a dit qu'il n'y aurait rien avec LFI. Pour revenir sur l'idée de la primaire que vous appelez de vos vœux, quelle est la différence entre votre primaire à vous, primaire du centre, et la primaire souhaitée par M. Bayrou? Le principe, c'est le même. C'est-à-dire dire que nous souhaitons que dans cette majorité, ou cette ancienne majorité par Michel Barnier, que nous trouvions un candidat. Les discussions que nous avons eues... M. Bayrou, elle est large. Elle va de M. Retailleau à M. Glucksmann. Eh bien, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait M. Glucksmann. Si vous voulez... Mais M. Retailleau, il peut aller dans votre primaire. Oui, moi, je pense que c'est ceux qui accompagnaient Michel Barnier. Au moment de Michel Barnier, où il a défini le socle commun, je pense que c'est cet espace-là politique qui doit gouverner. Et pour ça, on doit trouver le meilleur candidat. Merci beaucoup, Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, d'avoir été l'invité politique d'Europe 1, soir 19h43. Une petite pause, le rappel des titres, et on revient avec Alexandre Malafaille et Vincent Roy. Tout de suite, c'est Europe 1.